Depuis 100 ans, on célèbre la journée du 8 mars. C'est à cette période que les femmes ont commencé à manifester et se sont mobilisées pour revendiquer le droit de vote et l'égalité homme-femme. Puis, en 1977, l'ONU l'a reconnue Journée internationale de la femme. Elle est ainsi célébrée dans le monde entier depuis une trentaine d'années. C'est alors l'occasion de faire le point sur les avancées et les reculs de la condition féminine. Moi, je suis une femme. Je m'appelle Delphine, je suis mariée, j'ai des enfants. Je profite de ces droits, mais jusqu'à présent, je n'avais jamais réalisé qu'ils étaient le fruit d'un combat. Du coup, je me demande si les femmes sourdes ont conscience de tout cet héritage. Je vais leur poser la question. Bonjour. 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 Qu'est-ce qui prédomine chez vous? Vous sentez-vous d'abord femme ou d'abord sourde? Moi, je me sens d'abord sourde. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. C'est à cause des barrières qu'on rencontre dans la société, des problèmes d'accessibilité. Femme, ça vient après. D'abord sourde, bien sûr. Ensuite noire. Et enfin femme. C'est comme ça que je le vis. Oui, je me sens femme, c'est vrai. Mais j'ai une identité de sourde. C'est la mienne. Et je ne me sens femme qu'après. C'est comme ça que je me sens. Et vous, les filles? Pour moi, la surdité, c'est quelque chose de permanent. Alors que la féminité, elle, évolue. On est sourd et on le reste toute sa vie. Alors que la féminité se transforme. On est petite fille, on devient jeune fille, puis maman et même grand-mère. Alors que la surdité est constante. Moi, sourd ou entendant, je m'en fiche. En tant que sourd, on a des compétences. Filles et garçons, on est égaux. Et le genre n'a rien à voir avec la surdité. Moi, je suis une personne, une femme comme les autres. Et si on continue à nous regarder en tant que sourds, on ne pourra pas avancer. Je suis une femme, c'est clair. Et la surdité, je ne veux pas en entendre parler dans ce débat. Actuellement, tu es à la maison. Tu t'occupes de tes enfants et tu en es satisfaite. Mais auparavant, tu travaillais. Oui. Pourquoi ce changement? C'est vrai, je travaillais comme caissière chez Auchan. J'avais à l'époque 2 enfants et le dernier était en bas âge, il avait 2 ans. Je n'avais pas encore le 3e. J'ai beaucoup travaillé parce que mon mari a été confronté à des problèmes d'emploi à ce moment-là. Et il nous fallait trouver une solution rapidement. J'ai donc pris ce qui se présentait. J'ai trouvé cette place chez Auchan. Ça me plaisait au début, mais assez rapidement, au bout d'une année en fait, j'étais déjà arrivée à saturation. Il y avait trop de pression, les enfants me manquaient, le lien avec eux se distendait. On ne pouvait pas continuer comme ça, alors j'en ai parlé avec mon mari. Viens voir maman, viens, regarde ce que je prépare. J'ai fini par démissionner. Financièrement, j'avais quand même besoin de trouver un autre emploi qui me permettrait de pouvoir gérer le foyer avec de la souplesse. J'ai fini par trouver ce qu'on appelle la VAD, la vente à domicile. Là, j'ai une véritable liberté dans la gestion de mon planning, sans aucune contrainte. C'est tout à fait adapté à ma vie de femme au foyer avec des enfants. C'est formidable. Je n'ai d'ordre à recevoir de personne. Je choisis quand je veux travailler. Je peux caler mes rendez-vous en soirée, en week-end, en semaine. Je n'ai pas de minimum horaire à respecter et c'est vraiment très agréable. Je me sens totalement à l'aise et je peux maintenant voir mes enfants grandir. Quand je suis à la maison, je n'ai pas de regard sur moi. C'est quand je pars au travail, comme tout le monde, que je me fais belle, coquette, que je m'habille bien. C'est seulement à ce moment-là que je me sens vraiment femme. Mais à la maison, moins. C'est quand je me change pour aller au travail que ma féminité ressort. Au moment où je sors de chez moi, à cause du regard des autres, c'est différent. C'est comme ça que je ressens les choses.
Il existe une nuisette assortie à ce string. C'est de la soie. Vous sentez-vous féminine? Est-ce que vous achetez de la lingerie pour vous faire plaisir, ou pour séduire votre mari? Ou bien encore pour vous sentir femme? C'est pour mon mari, pour le séduire, mais aussi pour moi. Ce qui est bien avec la vente à domicile, c'est les conseils pour choisir de la lingerie qui m'aille bien. Alors qu'en magasin, c'est trop compliqué. J'ai laissé tomber. C'est un soutien-gorge Corbeil. Il fait un décolleté bien pigeonnant. Vous avez le même en version classique, sans armature, mais celui-ci remonte mieux la poitrine. Oh, c'est joli avec ce volant. Tu es psychologue et psychothérapeute. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est ton point de vue sur les femmes. J'aimerais avoir un éclairage sur la féminité des femmes sourdes. J'en ai rencontré quelques-unes et ça a soulevé chez moi nombre de questions. Je suis très surprise, encore aujourd'hui, de voir des femmes comme dans les groupes de parole, à la Maison des femmes, comme dans mon cabinet en situation thérapeutique, des femmes qui sourdent, qui oublient qu'elles sont femmes et qui font creuser ensemble pour qu'elles se découvrent leurs compétences, leurs possibilités extraordinaires, bien sûr leurs sensibilités, qui sont pas noyées justement avec leur surdité, qu'elles puissent penser enfin à autre chose que leur propre surdité. Lorsque vous étiez jeune fille, aviez-vous déjà un regard sur vous-même en tant que femme, une féminité affirmée, ou n'aviez-vous pas conscience de tout ça? Et quand vos enfants sont nés, vous êtes-vous sentie plus femme? Votre identité de femme s'est-elle consolidée? Ou bien vous êtes-vous totalement oubliée, y compris dans votre corps? Je me sens femme, ça oui. J'en ai besoin. Quand j'étais plus jeune aussi. Mais c'était différent. J'étais une demoiselle. Maintenant, je me sens plus femme dans mon corps. Je porte plus de décolleté. Alors qu'avant, je portais toujours des pulls ras du cou, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Quand on est jeune, sans enfant, on est plutôt insouciante. On ne se préoccupe pas de ces choses-là. Et puis vient l'amour, le mari, la naissance des enfants. À ce moment-là, j'ai commencé à me sentir plus femme. Et j'ai pris conscience de ma féminité. Il y a beaucoup d'entendantes sexy. Quand on est sourde, on est femme à part entière aussi. Il n'y a aucune raison pour qu'on soit moins féminine qu'elle. C'est clair. Ce qui est important, c'est s'affirmer par ne pas avoir peur de se montrer femme, avec ses attributs, avec sa beauté, quelle qu'elle soit, avec surtout avec ses paroles, avec sa sensibilité, ton intuition. Ça paraît très important. Et ne pas être objet. Ça, je pense que dans le regard des hommes. Quelque chose m'intrigue. Je vois peu de femmes sourdes porter des jupes, comme si ça n'était pas possible. Pourquoi? On se fait tout de suite traiter de pute, et moi, ça me plaît pas. Je veux pouvoir porter une jupe en toute tranquillité. Et pute, ça n'a rien à voir. Je ne ressemble pas à ça. Alors j'ai abandonné l'idée d'en porter. Je me cantonne aux pantalons. Je ne suis pas une pute, c'est n'importe quoi. Je porte que des pantalons et comme ça, je suis certaine de ne pas entendre ce mot. Affaire classée. Oui, les garçons entre eux, ils disaient « Angéline, c'est une salope, qu'est-ce qu'elle cherche avec sa petite jupe là ?» Ça t'a bloqué, tu t'es remise en pantalon. Oui, c'est fini. En pantalon, on ne parle plus de moi de cette façon-là. À une certaine époque, les femmes sourdes étaient vraiment pressées d'entrer dans le monde du travail. Ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'elles étaient de plus en plus nombreuses à rester au foyer. Des femmes sourdes qui restent à la maison et qui ont des familles nombreuses. 2, 3, voire 4 enfants, ce n'est pas rare. Qu'est-ce que ça signifie? Mais peut-être aussi, tu dis que les femmes restent à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cause de chômage, difficulté à trouver du travail? Et peut-être aussi, ces femmes ont trouvé des possibilités, des compensations par rapport à leur surdité, devenir mère.
pour prouver qu'elles sont capables, comme les entendantes, d'être mères, d'élever les enfants et d'avoir un statut de citoyenne et de mère qui peut-être les aiderait par la suite à devenir femme. C'est une question. J'ai 2 enfants. 4 enfants. 4 enfants sourds. Un fils sourd. 4 enfants. Arraché. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je suis venue pour que vous me donniez vos impressions sur la condition féminine. Vous qui avez assisté à son évolution de mai 68 à aujourd'hui. Moi, j'étais d'accord avec tout ce que les femmes revendiquaient à l'époque. Le droit à l'avortement, ouais. Le droit de vote, ouais. Un salaire égal, ouais. La fin du dictat masculin, ouais. C'était un gros tas de ouais. Est-ce que vous ne craignez pas que la libération de la femme passe par l'oppression de l'homme? Pas du tout. Non, pourquoi? Pas du tout. Parce que c'est deux, si j'ose dire, deux entités différentes. La femme, elle a sa vie, un homme a sa vie. Ils peuvent coexister ensemble aussi librement l'un que l'autre. Le MLF vaincra, il n'y a pas de problème. Nous, on continuait à faire comme on l'entendait. J'étais à l'école et avec quelques jeunes filles sourdes, on a commencé à porter le pantalon. Les hommes nous invectivaient en disant que ça ne se faisait pas, qu'on était différentes d'eux, qu'on devait porter des jupes pour être plus séduisantes. Ils étaient pénibles, ils nous regardaient tout le temps. Mais on se laissait pas faire. Moi, j'ai gardé le pantalon pour être leur égal. Un point, c'est tout. À l'époque où j'ai été embauchée, sur mon contrat de travail, j'ai lu que les horaires étaient spécifiés. On démarrait à 8h jusqu'à midi, reprise à 13h30 jusqu'à 18h. Il fallait pointer. Et en bas de page, la clause qui disait que le port du pantalon était interdit. Si l'une de nous s'était amusée à arriver en pantalon, elle aurait été virée. On était avertis. Il a bien fallu se plier au port de la jupe. Depuis 1936, environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le mouvement de libération de la femme. Mot d'ordre central, briser, je cite, les chaînes de l'esclavage. Moi, j'étais à fond avec elle depuis longtemps. J'essayais de rameuter les copines. Ah bon? Oui, depuis longtemps. Toi, je sais, tu ne voulais pas m'accompagner. Tu disais qu'il fallait être respectueuse. On me disait, c'est pas bien ce que tu fais. Mais moi, le respect, je m'en contrefichais du respect. Après tout, je suis une femme comme elle. Et puis, je me suis retrouvée toute seule. J'ai bien essayé d'appeler d'autres femmes, des femmes sourdes. Mais elles me disaient, mais t'es folle, mais ça va pas. Alors, j'ai laissé tomber. La condition des femmes entendantes s'améliore à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, notamment avec le droit de vote. Par contre, la condition des femmes sourdes reste toujours en retrait, même dans les années 1970, lorsque les femmes entendantes revendiquent leurs droits fortement. Finalement, les femmes sourdes n'en font pas vraiment partie. Et ce n'est que le réveil sourd qui leur permet de vraiment s'émanciper. À l'époque du mouvement du réveil sourd, entre les années 1976 et 1990, hommes et femmes sourds étaient unis dans le militantisme. Et ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur ces femmes militantes qui ont modifié leur tenue vestimentaire sans jamais en avoir conscience, ni même l'analyser. Regardez, moi par exemple, quand je suis entrée dans ce mouvement, je portais encore des talons, mais je n'étais pas respectée par les hommes. Comme si l'image que je renvoyais ne correspondait pas à celle d'une militante. Et inconsciemment, je me suis laissée influencer et j'ai modifié mon apparence. Je me suis rasé les cheveux et j'ai mis des pantalons. Ainsi, j'ai pu militer à leur côté. Fallait-il absolument sacrifier sa part de féminité pour mener ce combat ? J'ai travaillé chez Metal Europe, une grande entreprise que tout le monde connaît.
et qui employait un grand nombre d'ouvriers. On y travaillait le plomb, le zinc, etc. On était quelques femmes ouvrières. Dès que l'une d'entre nous était enceinte, elle le cachait. On en discutait. Et déjà, à 2-3 mois de grossesse, elle craignait la réaction du patron. Elle savait que ça allait poser problème parce qu'elle allait être absente. Elle avait peur de perdre son poste. Et c'est vrai qu'à l'époque, les chefs hésitaient à embaucher des femmes à cause des risques de maternité, des absences multiples que ça entraînait. Ils préféraient embaucher des hommes. Au moins, ils étaient tranquilles. À une époque, les entendantes rencontraient des problèmes pour avorter. J'imagine que chez les femmes sourdes aussi, c'était compliqué. Il devait y avoir des avortements clandestins. Ah oui, bien sûr. Il y a eu ce manifeste signé par des célébrités, des vedettes de cinéma, du théâtre. Une liste très longue de femmes qui déclaraient publiquement, sans honte, qu'elles avaient avorté. Moi aussi, j'ai avorté. 11 fois. Bien sûr, on ne pouvait pas faire autrement à l'époque. Ou alors, il fallait accepter d'avoir une ribambelle de gamins. Ça, c'était pas possible. Moi qui rêvais d'avoir 3 enfants, j'en ai eu un. Et oula, j'ai réalisé que c'était pas compatible avec mes envies de liberté, de sortie. J'ai toujours tenu à ma liberté. Moi, je préférais travailler. Je voulais pas être esclave du foyer, c'était un enfermement et je ne l'acceptais pas. J'ai décidé de reprendre le travail et on s'est arrangé pour la garde de l'enfant. Je voudrais dire un grand merci à l'inventeur de la pilule. En tant que femme, il m'a donné un vrai pouvoir de décision. Le choix d'avoir des enfants ou pas. À la création du CPSAS en 1979, les sourds ont commencé à venir pour qu'on les aide dans des procédures administratives, pour des problèmes de papier, des demandes simples, des demandes de logement, des questions de cet ordre-là. Et puis je dirais, à peu près début des années 80, des femmes ont commencé à venir qui parlaient de harcèlement, de viol, ce genre de choses. Viol ? Je ne m'y attendais pas. Je leur répondais, il faut absolument porter plainte. Mais elles avaient trop peur. Je n'avais jamais accueilli ce genre de profil. Ensuite sont venues les femmes battues. Mon mari est méchant, il me frappe. Je leur disais toujours, il faut vraiment porter plainte. C'est à ce moment-là que la parole a commencé à se libérer. Au début, elles ne pouvaient pas en parler, c'était impossible. Elles avaient peur qu'on les engueule, qu'on les accuse. Et puis, il faut croire que les premières ont dit qu'elles étaient bien accueillies parce qu'elles sont venues de plus en plus nombreuses. Ça veut dire que depuis 1968, le mouvement de libération de la femme, jusqu'aux années 90, où les femmes sourdes ont commencé à parler de maltraitance, il s'est passé presque 30 ans. Non. Ah, mais oui, si, t'as raison. C'est énorme. Tu sais bien que les sourds sont toujours en décalage. L'association Femmes sourdes citoyennes et solidaires a été créée en 2003. Je sais que bien avant ça, l'idée était déjà présente. Mais les différents projets n'ont pas pu aboutir. Pourquoi ? Effectivement. Bien avant 2003, nous avions déjà repéré des situations que vivaient des femmes sourdes. Mais elles-mêmes n'avaient pas conscience de leurs besoins. Elles pensaient que les associations de femmes étaient réservées aux entendantes et elles ne se sentaient pas concernées. Malgré cela, je me suis rendue aux États-Unis, à Madrid, en Suède, et j'ai pu constater que là-bas, il y avait déjà des associations qui accueillaient des femmes sourdes. Donc on s'est mis au travail. On a ouvert l'association en 2003 au sein de l'Académie de la langue des signes. Et puis les choses se sont enchaînées. Oui.
je suis effectivement volontaire depuis 2 ans à la Maison des femmes, mais l'objectif principal au départ, c'était pour les femmes victimes. Victimes de maltraitance, victimes sans papier, victimes de maltraitance générale. Et là, depuis 2 ans, on réfléchit et on s'aperçoit des besoins des femmes qui sont autres que les femmes maltraitées. C'est tout simplement pour les femmes qui ont besoin d'être là, de pouvoir parler d'elles. Et donc, on a élargi l'accueil pour toutes les femmes sourdes, quelles qu'elles soient. Est-ce que les femmes sourdes ont pris conscience qu'elles avaient besoin de faire respecter leurs droits et de les revendiquer? Ou bien est-ce qu'elles se soumettent à leur destin et se disent « c'est comme ça, on ne peut pas faire mieux ». Ce que je constate lors de mes interventions, c'est qu'elles ont toujours peur d'entrer à la Maison des femmes. C'est pour les entendantes, moi je suis sourde, ce n'est pas pour moi. Or c'est important de les attirer, d'arriver à les faire entrer, parce que c'est la peur qui les bloque. C'est dur de faire sortir cette parole-là. C'est très difficile pour toute femme, entendante ou sourde, de pouvoir dévoiler et dire qu'on est maltraité par son mari. Mais encore plus peut-être chez les femmes sourdes, parce qu'elles ont peur de la non-confidentialité, des rumeurs. Parce que le monde des sourds est petit. Non seulement les sourds représentent une minorité, mais les femmes sourdes sont une minorité au sein de cette minorité. Du coup, elles ont peur du regard des autres. Et bien souvent, elles préfèrent venir accompagner. Seules, elles ne franchissent pas le pas. Oui, nous, on a pensé à créer un café-rencontre, dans l'idée de réunir des femmes et de leur transmettre des informations. Sur le corps de la femme, par exemple, et de provoquer un peu une prise de conscience au niveau intime. En fait, ça a été très difficile parce qu'elles sont plus axées sur ce qui est visible, extérieur. Oui, je suis une femme, j'ai des cheveux longs, une poitrine, mais tout ce qui est intériorisé, on n'arrive pas à le faire sortir. Donc on est encore en train de travailler là-dessus. Ce que tu me dis me fait penser à Simone de Beauvoir, cet écrivain célèbre qui disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Je trouve que ça correspond tout à fait à la situation des petites filles qui naissent sourdes. On se focalise uniquement sur leur surdité. Mais quand leur parle-t-on de leur féminité? Très souvent, justement, quand je pose à ces petites filles devenir grandes, comment leurs pères et mères les regardaient, essentiellement les pères. Est-ce qu'ils avaient un regard de tendresse? Est-ce qu'ils leur disaient qu'elle était jolie, qu'elle avait des jolies robes? Eh bien, jamais. Très rarement. Beaucoup de petites filles, de femmes me disent qu'elles n'ont pas été complimentées, mais elles ont été complimentées pour leurs études, pour avoir bien parlé, pour avoir bien écrit, bien lu, voilà. Et ça, je trouve ça triste. Cette journée du 8 mars est une date importante. Mais qu'est-ce qu'elle représente pour les femmes sourdes? Est-ce qu'elles la comprennent ou pas? Je pense qu'une bonne partie d'entre elles ne sait pas ce que représente cette date. Même moi, ça ne fait pas longtemps que j'ai pris conscience de son importance. Depuis, je viens à la permanence pour montrer que je suis fière d'être une femme, pour célébrer l'événement. Pour les autres, ça dépend. Il y a celles qui connaissent la date mais n'y accordent pas plus d'importance que ça, et celles qui ne la connaissent pas. Il faut encore faire passer l'info. Ça dépend des femmes, je ne peux pas répondre précisément. Il y a des femmes sourdes qui peut-être s'enfoncent davantage plutôt que chercher à s'en sortir. Peut-être leur propre surdité, bon, ça peut paraître choquant, mais leur sert à rester dans une position de victime à laquelle elles sont habituées depuis toute petite et qu'elles ne peuvent pas imaginer que ça puisse être autrement. C'est vrai que plusieurs fois, j'ai entendu des femmes et hommes sourds qui profitent, qui sont contents parce que elles prennent une position un peu en retrait, parfois confortable, où on ne demande pas d'être responsable. Bon, c'est une hypothèse. Je le dis avec prudence et qu'on n'interprète pas de travers. Ce
Ce que je voudrais pour les petites filles sourdes, c'est qu'on leur donne toute la force qu'il faut pour se défendre. Il faut que les femmes continuent à se battre. Ce que j'aimerais qu'on donne aux petites filles sourdes de demain, c'est une vraie identité de fille pour leur permettre de devenir femmes. Ce que je ne veux pas, c'est qu'elles vivent les mêmes souffrances que moi. J'aimerais qu'on leur offre les connaissances nécessaires pour mieux prendre leur destin en main. Wow.